La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Merci d'être là et d'être venu pour participer dans cette journée dédiée à les rencontres numériques avec un focus sur les seniors. Moi, je m'appelle Tamara Brison en France. Je suis d'origine vénézuélienne. J'étais journaliste en résidence pendant cette année au nord de l'Isère, dans le balcon de Dauphiné, avec mon binôme journalistique Dalia Ferreira. Et aujourd'hui, on fait cette table ronde visée à parler sur les seniors et le numérique. Et pour cela, on a des invités assez intéressants. On commence par le département de l'Isère. Ségolène Olivier, adjointe au chef de service des relations aux âgés au département de l'Isère. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Il est accompagné de Virginie Stromeyer, conseillère numérique. On a aussi Emmaüs Connect, Jean-Michel Rondeau, chargé d'émission. Bonjour. Et on a aussi l'association L'Âge d'Or, Océan Cafose. Bonjour. Médiatrice numérique et chargée de projet. Et on a aussi Silver Geek. Bonjour. Jean-Marie Garnier, responsable opérationnel qui s'est déplacé jusqu'ici depuis le centre de la France pour participer dans cette table ronde. On vient de écouter et voir l'étude qui a fait We Take Care. Ça a été assez intéressant parce que c'est pas évident. Prendre conscience que presque la moitié de la population vit une fracture numérique. Et c'est quoi la fracture numérique? On pourrait parler d'une double fracture numérique. C'est la fracture à la base que rendre les personnes en fragilité éloignées du numérique. Mais on a aussi eu cette situation assez compliquée et mondiale qu'on a vécue. Donc, notamment, on a dû se servir des outils numériques, même si on ne voulait pas, même si on était un peu résistant de ne pas utiliser les téléphones, ou pas utiliser beaucoup l'ordinateur, ou toute la lutte qu'il y a derrière les écrans. On ne va pas tomber sur la pollution du numérique ou sur les gens qui résistent à utiliser le numérique parce qu'ils veulent garder encore, comme moi, les stylos et les papiers. Même si je suis journaliste spécialisée dans la web radio et numérique. Mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin des outils numériques pour être connecté et pour garder les liens de mon travail, de ma famille et des activités tous les jours. Donc, quand on parle de cette fracture numérique, de manière générale, on parle de le fossé entre ceux qui ont l'accès à Internet et ceux qui n'ont pas. D'accord ? Elle est fortement liée au contexte social, local et économique. Est-ce que les gens sont bien équipés? Est-ce que les gens savent vraiment utiliser les outils? Est-ce qu'ils ont les ressources? Est-ce qu'ils ont vraiment la langue pour s'exprimer et demander des choses? Donc, la tranche numérique est aussi décrite comme les illégalités dans l'accès aux technologies de l'information et la communication, leur utilisation et leur impact. En quoi? Dans la vie quotidienne. Comment je fais ça? Et quelles sont les personnes plus touchées pour ça? C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici. Les personnes plus touchées pour ça, ce sont les personnes de troisième âge. Ce sont les personnes qui se trouvent dans le troisième étage. Ce sont les personnes âgées. L'Organisation mondiale de la santé et l'étude qui vient de nous présenter, We Take Care, dit que le troisième âge, en gros, après il y a plein de détails, mais en gros, commence
aux 60 ans. Donc, on va réfléchir et on va essayer de trouver les réponses, ou peut-être de réfléchir ensemble vers les réponses et les solutions que puissent nous donner les associations qui nous accompagnent aujourd'hui, le département de l'Isère. Et je me suis permis aussi de noter quelques proverbes que je vais lire pendant cette table ronde. Et on commence par le premier qui dit « Comment savoir tout sans vieillir ?» Le département de l'Isère est une collectivité territoriale qui accompagne les Isérois dans leur vie quotidienne en matière de santé, solidarité, mobilité, éducation, tourisme ou culture. Garant d'une équité territoriale et sociale, le département de l'Isère aménage le territoire et protège les plus démunis. Le département structure sa médiation numérique dans le but de faciliter l'utilisation des outils numériques pour les démarches administratives d'accès aux droits. Pour cela, il s'appuie sur les acteurs suivants, les travailleurs sociaux et les agents d'accueil. Depuis 2016, le département appuie cette mission en complémentarité par le dispositif des volontaires en service civique, coordonné par une conseillère numérique. Alors, la première question. Ouais, merci de nous avoir envoyé ce mot pour le présenter. Nous, je pense que tous là, on aimerait bien savoir exactement quels sont spécifiquement les programmes ou les actions que vous proposez pour aider dans cette fracture numérique. Est-ce qu'il y a des démarches administratives que vous pouvez accompagner les gens ou vous pouvez rediriger le public ? Alors pour reprendre un petit peu les termes, en effet, l'offre au niveau du département de l'Isère, elle est globale. Elle ne s'adresse pas à une tranche de public spécifique. Elle s'adresse à toute personne qui va franchir la porte de nos accueils. Donc par exemple ici à Bourgoin, toute personne qui va franchir la porte va pouvoir venir au titre de l'accueil inconditionnel, solliciter de l'aide. Donc l'offre de services que l'on peut avoir, elle s'adresse par contre plus spécifiquement aux démarches administratives. C'est-à-dire que nous, le département de l'Isère a décidé de borner en tout cas son accompagnement propre aux démarches administratives. Pas que les démarches qui relèvent des dispositifs départementaux, mais qui relèvent des différentes collectivités et administrations. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, quelqu'un qui va venir ici et demander à ce qu'on l'aide à acheter un billet de train, ça ne va pas être possible. Par contre, quelqu'un qui vient ici pour demander à ce qu'on l'aide à faire sa déclaration trimestrielle de RSA et pour lesquels il a besoin d'aide, là, à ce moment-là, en fonction de sa situation et des accompagnements qui existent déjà, qui sont mis en œuvre par les différents acteurs du département, on va pouvoir lui proposer différents dispositifs. Du coup, soit par l'accompagnement social qui est mené dans les services sociaux et les travailleurs sociaux, soit par le biais de volontaires en service civique, sachant que ce dispositif est un dispositif qui n'est pas pérenne, puisqu'il est soumis à une saisonnalité, on peut dire comme ça, et qui plus est aussi à une territorialisation qui ne se met pas en œuvre dans l'ensemble du département, en raison d'un déficit de recrutement, principalement. Donc on répond de cette manière-là, en fait, à l'offre. En termes de projets à proprement parler, ce sont des projets. Il existe des projets, mais ce sont des projets qui sont portés par le biais d'ateliers, qui sont du coup mis en œuvre par les volontaires en service civique principalement, et qui eux sont vraiment territorialisés, qu'on trouve dans les maisons du département et qui répondent à un besoin ponctuel, identifié au moment où ils sont là. Donc on ne peut pas présenter une offre de service concrète, précise, mais par contre, ce qu'on va présenter, c'est la mise à disposition d'ateliers. Le contenu de l'atelier, lui, va être travaillé en fonction du besoin au moment où il est là. Par exemple, quel type d'atelier, Virginie ? Du coup, ce qui se passe actuellement, par exemple, on est en train de mettre en place des petits ateliers ponctuels sur 2 territoires. Et ces ateliers vont porter sur des choses très basiques, donc
à avoir les compétences de base pour apprendre à utiliser un clavier, savoir comment manipuler une souris, et ensuite à montrer au public comment on peut aller naviguer sur Internet. C'est en fait leur donner une petite envie, une petite curiosité, des petites compétences. On ne va pas les former à 100% parce qu'on n'a pas les compétences, les moyens. Mais par contre, après, on va les inciter à aller voir justement ailleurs d'autres acteurs du territoire où ils sont, des gens qui pourraient les aider à se former. D'accord. Donc, ce sont plutôt des ateliers plus opérationnels pour la manœuvre, on peut dire, pour le numérique. Oui, c'est complètement... la relation entre l'ordinateur, la relation avec tous les outils, ou un peu plus loin, peut-être savoir comment télécharger quelque chose, ou pas assez loin. Alors, on va déconnecter un petit peu les ateliers. En fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des ateliers sur les ordinateurs et pas forcément sur les smartphones ou les tablettes. En fait, soit on fait sur ordinateur, soit on fait sur smartphone. Mais on ne va pas faire les deux en même temps. On peut leur proposer des petits conseils, des petits tips, mais en fait, on ne va pas non plus tout mélanger d'un coup, parce que sinon, les personnes vont se perdre un petit peu dans leur apprentissage. Oui, parce qu'il y a la peur, toujours, non ? La peur avec le numérique. Et ça, c'est pas pour les personnes âgées, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, même s'ils sont nés dans cette génération qui comprend peut-être plus rapidement. À chaque fois que nous, on doit faire une démarche, c'est compliqué. Oui, en effet. Là où je viendrais compléter, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est que la personne, on ne fasse pas à sa place. On a une volonté de faire avec, d'accompagner pour permettre à l'autonomie. Et ça, en fait, c'est pas une question de tranche d'âge. On peut le voir, hein. Oui, on a une jeunesse qui est extrêmement connectée. Hein. Par contre, ils sont pas du tout connectés sur les démarches administratives en ligne. Là, on les a perdus totalement, hein, je dirais concrètement. Et pourtant, c'est leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils savent, hein, vous commandez tout sur Amazon, il n'y a pas de problème en 3 clics chrono. Par contre, faire une déclaration, quand on leur demande de joindre une pièce jointe, de faire les liens et de savoir à quelle administration en fait, ils doivent s'adresser. Notre centre d'intérêt, il va être là aussi de pouvoir replacer l'ensemble des personnes qui sont en lien avec le numérique dans la sphère aussi administrative et d'essayer de créer du lien. Parce qu'aujourd'hui, il y a un postulat en fait, au département qui est fortement porté, c'est numériser sans déshumaniser. C'est qu'on essaye de mettre en place l'ensemble des dispositifs. On développe aussi nos propres services en ligne, puisqu'on ne va pas rester en marge non plus des évolutions sociétales. Mais c'est important qu'à chaque fois, on puisse, derrière un ordinateur, trouver une solution humaine. Numériser sans déshumaniser. C'est très intéressant parce que le problème aujourd'hui, c'est que, je vous donne un exemple, une personne qui est retraitée et qui habite par exemple à Grenoble, qui a 85 ans et qui reçoit un SMS qui dit « Vous devez télécharger l'attestation rapidement 4XW ». Cette personne, c'est quoi la première chose qu'il va ressentir tout de suite? C'est la peur. C'est quoi ça? Je dois aller où? Je dois faire quoi? C'est que ce numéro. Parce qu'en plus, il y a les arnaques, il y a aussi la peur, pas que à la relation avec le numérique, il y a aussi maman a fait attention, mamie fait attention, si tu reçois quelque chose, tu ne l'ouvres pas, c'est un virus, c'est quelqu'un qui te surveille. Donc, il y a beaucoup de choses et qu'il faut vraiment réfléchir autour de cet accompagnement qu'on commence déjà à voir avec nos invités. Et je continue avec mes proverbes pour donner la parole à Emmaüs Connect. Et vieillir, c'est une liberté formidable. Le droit numérique devrait être une cause nationale, comme peuvent être l'alimentation pour tous ou le droit à l'hébergement. Faire du numérique une chance pour tous, c'est un vrai défi lancé depuis des années par Emmaüs Connect. Bienvenue Jean-Michel, merci d'être là. Emmaüs Connect
fait partie de Emmaüs, de cette association qui existe depuis longtemps. Et moi, je fais un exercice avec nos invités de leur s'inviter dans la préparation, dans la veille de cette table ronde, d'enregistrer m'envoyer enregistrer une présentation, quelque chose qu'ils voulaient dire. Et toi, Jean-Michel, tu as parlé des droits dans cet enregistrement. Et j'aimerais bien que d'abord, si tu peux nous présenter, en tant que chargé mission, la mission qui a Emmaüs Connect, et après que tu nous parles un peu de ces droits, de quoi tu parles. Ok. Oui, donc moi je suis chargé de mission donc chez Emmaüs Connect. Alors je suis un peu sur le terrain, mais surtout en lien avec les différents partenaires avec qui on travaille et qui nous orientent des personnes accompagnées. Je préfère ce terme-là que bénéficiaire, en fait. C'est plutôt le nom personne accompagnée. Et nous, bon, le mot a été prononcé déjà plusieurs fois. C'est vrai qu'on a vraiment un focus sur le lien, en fait, établir du lien. Je pense que le titre de la journée, c'était senior et numérique. Et moi, je corrigerais en mettant, ou alors l'objectif, ce serait plutôt de senior avec le numérique, c'est-à-dire déjà de les faire acteurs, enfin de les rendre acteurs sur le numérique. C'est un petit peu notre objectif aussi, qui n'est pas toujours évident tous les jours, puisqu'on a c'est tellement facile de faire à la place d'eux, mais tellement enrichissant aussi de part et d'autre, que les aidés deviennent les aidants. Et ça, c'est moi, bon, ça fait assez peu de temps que je suis chez Emmaüs Connect, mais c'était une des plus grands plaisirs que j'ai pu avoir, c'était de voir des personnes qui, au départ, donc accompagnées, aidées, et qui deviennent des personnes qui aident par la suite et qui viennent à nos permanences connectées, justement, pour partager ce qu'eux ont déjà vécu, et puis aussi donner des idées et donc des aides aux personnes qui sont un petit peu dépourvues donc, sur différents aspects du numérique. Donc le lien, c'est vraiment essentiel. Alors, l'accès aux droits, c'est vrai qu'on parle effectivement, je pense qu'il y a, pour revenir un petit peu à des chiffres qui ont été mentionnés tout à l'heure, on est à peu près à 8 millions de personnes en France qui sont en manque d'équipement ou avec des équipements qui ne sont pas du tout adaptés. Comme on est aussi, je pense qu'on a à peu près 8 millions de personnes qui souffrent, qui n'ont pas une alimentation nécessaire à leur vie au quotidien. Et donc, on pourrait très bien imaginer effectivement qu'on aille bien plus loin au niveau national, sur les aspects cause nationale, mettre en place un genre de sécurité sociale du numérique, en quelque sorte. On a connu à une époque le Minitel, qui était distribué comme ça à tout le monde. Je ne sais pas, certains d'entre nous, ma génération, ont connu, d'autres peut-être un peu moins, qui sont plus jeunes. Mais voilà, c'est un petit peu se baser sur un équipement qui soit mis à disposition, effectivement, pour l'ensemble de la population. Alors l'équipement, effectivement, c'est pas suffisant, puisque, comme on dit, c'est bien beau d'avoir accès à Internet, mais derrière, il faut aussi pouvoir faire un bon usage de l'Internet. C'est pour ça que nous, Emmaüs Connect, on est vraiment axé sur trois axes principaux qui sont bien sûr équipés, mais aussi connectés, puisque sans connexion, on n'a pas accès à Internet. Et puis le grand axe avec un grand A, qui est l'accompagnement dans tous les sens, et l'accompagnement notamment dans l'accès aux droits, puisque on accompagne, nous, principalement les gens qui sont en grande précarité. Donc, grande précarité veut dire aussi que on a accès à des droits dont on n'est pas forcément au courant, et si on est au courant, on ne sait pas comment faire. Donc, à la précarité sociale se rajoute la précarité numérique. Donc, double fracture, double peine. Voilà, je voulais que tu développes un peu plus la notion d'accompagnement. C'est quoi l'accompagnement à Emmaüs Connect ? Donc l'accompagnement, ça passe déjà par une écoute, c'est-à-dire que nous, toutes les personnes qui nous sont orientées par les différentes structures, que ce soit les CCAS, les maisons de quartier, les associations auprès des réfugiés, par exemple, etc. Donc qui travaillent dans le domaine social, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les éducateurs spécialisés, nous orientent donc des personnes qui jugent, eux, en grande précarité. Nous, on n'a pas de critères, on va pas sélectionner les personnes qu'on reçoit, on fait confiance aux structures qui nous les envoient. Donc c'est un petit peu aussi dans l'esprit d'Emmaüs d'avoir cette bienveillance et cet accueil au sens large. Et on va passer 45 minutes dans un premier temps pour faire le point avec ces personnes, donc faire connaissance. En même temps, ça les rassure,
on leur explique un peu comment on fonctionne. On voit aussi en même temps, ça nous permet nous de voir les axes qu'on peut travailler avec eux, avec elles, sur les points de progrès. Est-ce que c'est vraiment de l'initiation qu'il faut à telle personne, ou c'est plus un accompagnement sur une thématique particulière. Donc on en revient aux ateliers, on s'appuie beaucoup sur les bons clics, notamment, on en reparlera plus dans l'après-midi, mais par rapport à faire le lien avec la formation, avec la présentation tout à l'heure de We Take Care. Et donc, on va, en fonction donc, de cet entretien qui passe par un petit bilan au niveau numérique, et un petit bilan social aussi, voir un petit peu où la personne en est, on va proposer un service qui va être donc, soit un parcours structuré en collectif, soit un parcours plus individuel, puisque la personne n'a pas forcément envie d'être dans un collectif, en fonction aussi de son aisance avec la langue française. Ça va influer aussi sur voilà, quel type de parcours on propose. Souvent, en collectif, ça va être une stimulation. Et on voit des gens qui nous arrivent... oui, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un... Tu peux nous donner des exemples? Un Mexicain qui me disait, mais moi je suis arrivé, je ne connaissais pratiquement pas un mot de français. Je suis arrivé chez Emmaüs Connect parce que j'avais envie de rencontrer du monde et tout. Et puis, bon, ça a pris du temps, évidemment. Mais en un an, il se retrouve en fait aidant. Donc, c'est quelqu'un qui était au départ... donc, qui avait quand même un bagage numérique. Mais par contre, un gros bagage, un blocage au niveau de la langue, au niveau du français. Et donc, petit à petit, bah, effectivement, il s'est familiarisé avec la langue et a pu devenir aidant. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer le jour même ou le jour suivant, et d'où cette nécessité de s'adapter un peu à notre public. Et donc, de proposer un genre de catalogue de services. Donc, j'ai mentionné les parcours, les sessions individuelles. Et ça peut être après des ateliers thématiques, puisqu'il y a des personnes qui ont peut-être envie seulement de travailler sur un domaine particulier. On a vu tous les profils divers et variés qu'on retrouve en fait dans toutes les classes de population, pas seulement les seniors. Nous, on accompagne surtout une tranche. Alors, on a un public senior qui représente à peu près 25% des personnes accompagnées. Mais notre plus grande tranche, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les 30-50 ans. Et sans oublier aussi, en gros, on a 40% de 30-50 ans. Et puis les ados 14-25, qui sont très familiers effectivement avec leur smartphone et puis le streaming. Mais dès qu'on parle de gérer un compte mail et d'écrire un mail type qui va vers la professionnalisation, par exemple, ils sont complètement démunis. Donc on avait récemment un budget pour un parcours collégien qui était basé sur non pas utiliser le smartphone dans la vie de tous les jours, mais vraiment dans un objectif de faire une demande de stage, de faire une demande de renseignement pour les personnes plus venant d'étrangers par rapport au lien avec la préfecture, enfin, voilà, etc. Donc toute une palette de services. Et ça peut être aussi des personnes qui viennent juste pour avoir un accès à la connexion. Donc là, on va leur, puisqu'ils n'ont pas de compte en banque, pas d'IBAN, donc on va leur vendre uniquement une carte SIM, voire un équipement si c'est nécessaire. Oui. Donc un peu toutes les palettes de services qu'on peut vous fournir. Proposez équipé, connecté, accompagné. Ça, c'est la triptyque, effectivement, d'Emmaüs Connect. C'est voilà. ces trois axes. Et par exemple, équipé, ça veut dire que vous allez... Enfin, par exemple, une personne qui est dans une maison et qui a besoin d'un ordinateur, dans quel sens vous soutenez cette personne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors justement, donc, on ne va pas forcément lui mettre entre les mains un PC 14 pouces ou 16 pouces. On va déjà discuter avec lui, qu'est-ce qu'il va en faire, donc quels sont les usages donc, pour son quotidien. Et c'est là qu'on va effectivement décider, ça va plutôt être une tablette, parce qu'il utilise, c'est un besoin personnel, et aussi peut-être aussi avec ses enfants, etc. Bon, voilà, donc c'est plutôt une tablette, ou un PC, parce qu'il doit faire un peu de bureautique, il doit un peu naviguer sur Internet, mais c'est plutôt, là, on est plutôt sur quelqu'un, par exemple, qui est en CAP et BEP, et un autre qui est en études supérieures dans le domaine du design. Et bien là, on va proposer différentes catégories de PC, quoi. Ça va être le bas de gamme de PC qui va être à 70 €, en prix solidaire, hein, évidemment, et le haut de gamme qui va être à 150 €, par exemple, pour l'étudiant. Une personne qui veut s'approcher à Emmaüs Connect, il faut faire quoi, Jean-Michel? Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas frapper à la porte directement d'Emmaüs Connect. Moi, je suis de Grenoble, Jardin Hoche. Il ne faut pas frapper à la porte. Il faut passer par une structure. Donc, pour les jeunes, ça peut être par exemple la mission locale.
et c'est la mission locale qui va orienter, juste avec un petit papier, comme quoi un animateur, une animatrice de la mission locale prescrit telle personne à venir à Emmaüs Connect pour un accompagnement sur le numérique. D'accord. Et donc, c'est les structures qui nous orientent, donc nos différents publics. D'accord. Et ensuite, première étape, c'est le rendez-vous justement d'orientation, de prise de connaissance. Et ensuite, très rapidement, c'est soit l'accès à un équipement, l'accès à la connexion, ou l'accès à un accompagnement, que ce soit un parcours d'initiation, un parcours thématique. Et ce qui est très important, c'est que ces personnes-là, tous nos parcours sont gratuits, ceux qui se déroulent donc au niveau des antennes d'Emmaüs Connect. Par contre, la vente d'équipement n'est pas gratuite. On responsabilise les gens dans l'accès à l'équipement et à la connexion, évidemment aussi. On a un contrat avec SFR pour avoir des prix solidaires. Et pour terminer, participer à un parcours type d'initiation, eh bien, nous, ce qu'on souhaite, ou alors ce serait idéal, mais ça ne passe pas comme ça, souvent c'est qu'on les perd, on souhaite qu'ils reviennent, puisqu'ils ont forcément des problématiques auxquelles ils vont avoir à faire face au fur et à mesure qu'ils montent en compétences. Donc on accompagne vraiment de la continuité avec les permanences connectées, tous les jours de la semaine pratiquement, où ils peuvent venir, où là c'est un suivi plus individuel, c'est avec des bénévoles, où on travaille, où un bénévole est en contact avec une ou deux personnes durant 2 heures pour l'aider justement à résoudre ces problèmes au quotidien, ne serait-ce que créer un compte mail ou perte de mot de passe, comment je fais, ce genre de choses. En 2022, vous avez accompagné presque 6000 personnes avec 400 bénévoles. Quel travail! Oui, alors ça c'est au niveau national. Au niveau vraiment Grenoble et Aglo, on est sur... on a accompagné plus de 30% par rapport à l'année précédente. Et donc, imaginons par rapport à 2020, effectivement, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une fracture qui s'est accrue, notamment sur certaines tranches de population. On s'aperçoit que les personnes qui ont été les plus à même de monter en compétences sur le numérique étaient plutôt les profils cadres supérieurs, qui n'ont pas eu de problème avec le Covid sur le numérique, qui sont montés en compétences très rapidement. Par contre, ça a créé évidemment une grosse fracture pour les plus démunis. Et donc sur 2022, sur Grenoble, par exemple, quand même, qui est très local, on a plus de 1400 personnes, donc 1400 bénéficiaires qui ont été accompagnés durant l'année. Et on a à peu près 250 structures sociales qui nous orientent sur Grenoble. Uniquement sur Grenoble. Merci beaucoup, Jean-Michel Rondeau de Emmaüs Connect. Et maintenant, j'aimerais bien de parler avec l'âge d'or, Océane Cafeuse. L'âge d'or, c'est une association, le site cyberdéclic.org. Et c'est une association qui favorise l'accès aux nouvelles technologies pour les personnes de 50 ans et plus sur ordinateur, tablette ou smartphone. Et moi, j'aimerais bien commencer avant de parler avec Océane, avec cette belle citation qui dit « Vieillir, c'est passer de la passion à la compassion ». Depuis sa création, l'association L'Âge d'Or a pour objectif de favoriser l'accès aux nouvelles technologies pour les personnes de 50 ans et plus sur ordinateur, tablette ou smartphone. Pour cela, L'Âge d'Or propose des cours collectifs sur les 6 secteurs de la ville de Grenoble et sur diverses communes en périphérie urbaine. Des aides ponctuelles et individuelles avec des bénévoles sont accessibles au siège de l'association. Bienvenue encore une fois. Merci. Océane, pouvez-vous nous expliquer à quoi consiste la mission de l'Âge d'Or? Vous êtes basé plutôt à Grenoble? On est basé à Grenoble. L'association, elle s'est créée en 2004 à la base pour aider les grands-parents. Ça venait d'un projet, d'une étude qui s'est posée sur la fracture numérique des personnes âgées, mais le constat qu'on a tous des grands-parents qui nous demandent de l'aide, etc. Donc voilà, ça a commencé avec des petites aides, puis ça s'est constitué un peu plus sérieusement, en tout cas avec une offre un petit peu plus élargie. Et du coup, c'est vrai qu'on a développé, moi je suis à l'Âge d'Or depuis 2015. J'ai été collègue
avec certaines personnes de cette table. Voilà, et donc on encadre actuellement une équipe de 6 salariés, médiateurs numériques, médiatrices numériques. On encadre des cours collectifs qui durent sur un semestre, avec des groupes constitués de 5 à 8 personnes, selon si on donne cours sur smartphone ou sur ordinateur. C'est toujours le même groupe qu'on encadre, 2 heures par semaine, sur un semestre. Et on donne ces cours-là sur Grenoble, dans les maisons des habitants, sur 6 secteurs de la ville, en effet. Ce qui nous permet d'avoir accès à une cartographie d'acteurs, travailleurs sociaux assez variés, donc des ressources humaines qui nous permettent d'orienter les personnes qu'on accompagne, si besoin, si identification d'un problème lié à un handicap, ou surtout d'une personne qui va se retrouver isolée ou dans une situation compliquée ou de précarité. Donc on est tout le temps au quotidien en lien avec d'autres professionnels. Ces cours collectifs, on les a travaillés, peaufinés, et pour répondre à la question c'est quoi notre objectif principal, c'est l'autonomie des personnes. On vise l'autonomie de personnes qui ont une estime d'elles-mêmes, on l'a entendu par la présentation d'Esther ce matin, une estime d'elles-mêmes pas toujours très haute sur leur capacité d'apprendre. C'est des personnes qui arrivent à la retraite et qui doivent en effet réapprendre encore une fois un nouvel outil ou apprendre à le maîtriser un peu mieux, donc qui en effet sont souvent réfractaires. Je me permets de répondre à la question également de Babette, je crois, qui était par rapport au Covid. Nous, ce qu'on a noté, alors certes, en effet, ça a montré une énorme fracture, enfin voilà, le consolider la fracture, etc. Ce Covid, nous, ce qu'on a noté, c'est par contre, je ne vais pas dire que c'était un aspect positif, mais par contre, ça a fait prendre conscience à beaucoup de personnes de la nécessité d'apprendre. Donc ce qui a changé pour nous, c'est qu'on a en effet plus de gens qui viennent, il y a moins de personnes réfractaires. On a aussi des personnes qui ont finalement acquis plus de vocabulaire. Elles ont intégré le QR code, on pensait que ça allait disparaître avant Covid. Le Covid a fait que, ça y est, maintenant on trouve des menus de restaurants sous format QR code, on les retrouve partout. Donc voilà, on a des personnes qui maintenant prennent des trajets de bus, de différentes compagnies, elles comprennent ce qu'est un QR code. Voilà. Donc on a une conscientisation de la nécessité et surtout des personnes qui ne veulent plus vivre cet isolement qu'elles ont vécu pendant cette période-là. Donc ça a permis on avait une difficulté, et on a toujours une difficulté d'aller auprès des personnes isolées, vraiment isolées socialement, pas de famille, pas d'équipement, pas de lien social. C'est les personnes les plus difficiles à aller vers et à trouver pour accompagner quand elles ne sont pas orientées ou suivies par des travailleurs sociaux, ou alors elles vont rester vraiment chez elles. Donc c'est vrai que là, il y a beaucoup plus de personnes qui sont sorties un petit peu de leur bulle en fait, sociale. On a... En dehors des cours, on a aussi une équipe de bénévoles qui va accompagner sur 1 heure individuelle, sur une question à préciser. Ça va peut-être pour approfondir un cours, mais retrouver ses pièces jointes, ranger ses photos, ça peut paraître dérisoire, mais voilà, organiser ses photos, c'est organiser ses documents, c'est retrouver une attestation d'assurance retraite dans son dossier téléchargement, voilà. Donc on a ces temps-là au siège de l'association, et on a depuis la période aussi des confinements mis en place, on est allé chercher des financements pour ouvrir des permanences dans lesquelles, donc c'est des permanences qu'on va tenir sur les différentes maisons des habitants dans lesquelles on intervient, des permanences où on accueille tout public. Nos cours collectifs, c'est pour les plus de 50 ans d'ailleurs, on ne s'arrête pas à 60 ans, on a intégré les plus de 50 ans.
Et les permanences, c'est pour tout le public. Et là, on s'aperçoit en effet qu'on a 50% de la population qui vient qui est au-delà de plus de 50 ans, mais 50% c'est en dessous de 50 ans qui vient pour des aides de démarches administratives. Donc sur ces permanences, on va mettre les salariés, l'accompagnement professionnel, et donc on est sur la même posture que j'ai entendue chez tous les collègues, d'éviter le faire à la place d'eux au maximum, mais ça va être d'accompagner. On va toujours joindre la réponse à l'urgence à une personne qui vient pour scanner des documents. Si elle a un smartphone, on va lui montrer si c'est possible, s'il y a encore de la place. Parfois, c'est l'application caméra qui le permet, mais de scanner depuis son propre téléphone. Donc, on va essayer toujours d'équiper, d'aller un peu plus loin, de montrer à la personne comment faire elle-même la démarche ensuite, de ne pas dépendre de nous. Et ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le fait de faire va permettre vraiment de garder les liens, parce que vous ne serez pas avec moi les sœurs si je veux parler avec ma fille qui est loin, et ça va me permettre aussi de trouver par exemple un fil, d'aller sur cette autonomie, que c'est assez important. C'est pas faire à la place des personnes, c'est vraiment leur s'apprendre. C'est ça. À travers toutes les actions que vous proposez. Et de s'approprier aussi le vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a on n'aime pas trop le terme fracture, mais on essaye de réinclure ces personnes-là qui sont souvent, en fait, j'ai entendu personnes âgées, j'ai entendu 3e âge, on parle même du 4e âge, senior, mais ce sont des personnes qui sont actives. En fait, on a vraiment des catégories de retraités qui ont changé au cours des dizaines d'années. Elles sont souvent bénévoles dans d'autres associations, donc elles doivent gérer des listes d'adhérents, des listes de diffusion, elles doivent utiliser le numérique pour d'autres activités, recevoir aussi des actualités, s'inscrire à une journée organisée par je ne sais qui, s'inscrire en ligne. Donc ce sont des personnes actives. Elles continuent d'avoir une vie, elles sont intéressées, donc de leur permettre aussi d'acquérir du vocabulaire. Dans nos cours, ça va faire une grosse partie de nos cours, c'est quand même l'acquisition de vocabulaire, de démystifier aussi les choses, de démystifier ce qu'est Internet, c'est pas des objets volants non identifiés dans les airs, de s'approprier ces choses-là. C'est ça, mais ça veut dire aussi pouvoir participer à des conversations familiales. Ça veut dire que je comprends le vocabulaire de mes enfants et de mes petits-enfants. Donc je me sens pas idiot ou idiote dans la famille. Je comprends aussi les publicités à la télé, je comprends de quoi on parle. Donc en fait, c'est une réinsertion via aussi ce vocabulaire. On va utiliser des supports papier, d'ailleurs, pour nos cours. On a travaillé avec l'équipe, c'est tout du fait maison. Mais on travaille un support qui leur permet... on s'est aperçu que c'est pas évident de prendre des notes d'un cours quand on a 70 ans, de réapprendre. Donc on adapte à chaque fois, chaque semestre, en fonction des mises à jour des outils aussi, mais de ce qu'on a pu observer pendant les cours, quelque chose qui va leur permettre et de prendre des notes et d'avoir un socle de connaissances sur lequel se baser. Voilà, c'est pas la notice d'emploi miraculeuse, on l'aura jamais, mais ça leur permet de repartir avec quelque chose qu'ils aiment prendre en main, en général. Et ça, c'est un appel aussi à la réflexion intergénérationnelle pour ceux qui ont sa mamie et son papy, de parler peut-être un peu plus lentement, peut-être plus clair, parce que par exemple, j'ai croisé un mamie il y a quelques jours qui a dit, par exemple, et moi je t'appelais 3 fois. Et son petit-fils lui a dit, mais non, tu m'envoyais des voice. Donc, il y a aussi des termes c'est pas évident. Et je pense que travailler dans la relation, la intergénérationnalité, disons que par exemple, les générations plus jeunes puissent avoir un peu plus de patience niveau familial, dire non, ça c'est par exemple quelqu'un qui va acheter, qui va se déplacer en bus à Grenoble, il faut envoyer un SMS pour payer, c'est une option, les tickets. Mais la plupart des personnes âgées vont acheter les tickets parce que c'est plus rassurant d'avoir les tickets imprimés et vraiment de le faire passer, le donner au conducteur.
Donc, c'est aussi une histoire de patience et de relations, de découverte, d'échange avec les autres générations. Je pense que c'est hyper clair, c'est ce que tu viens de dire, Océane, d'apprendre le QR dans le restaurant et tout, c'est quoi ça? Mais non, ça va mon téléphone qui m'a donné comme cadeau Noël mon fils, je veux le abîmer si je le passe par une QR. Donc non, vaincre ses peurs, et aller un peu plus loin et dire, et non, c'est juste, ce sont les nouveautés. C'est ça. Et de passer aussi, de rebondir justement là, le QR code du restaurant. Alors, on ne va pas l'utiliser parce qu'aller au restaurant avec chaque groupe, ça fait un peu cher. Mais on va utiliser, maintenant il y a beaucoup de visites de musées, en fait on utilise toutes les opportunités de la vie, de loisirs, mais si on parle de PlanteNet ou d'applications toujours gratuites, on essaie de les sensibiliser aussi au libre, enfin voilà, à des outils qui sont respectueux aussi au niveau des données, etc. Mais de leur montrer l'identification des plantes, l'identification des champs d'oiseaux. C'est pareil, on l'a entendu tout à l'heure dans l'étude de ce matin, plus on va être au plus proche de leurs intérêts. Quelqu'un de réfractaire qui dit « j'en veux pas », en fait... on va pas oublier à Christine. Non, c'est ça. Mais l'idée, c'est pas de leur mettre le nez dans l'écran. Et il y a aucun de mes collègues où on est vraiment dépendant. On aime tous déconnecter dans l'équipe. Mais par contre, on a tous l'utilité de l'écran. On en a tous l'utilité au quotidien. Que ce soit pour planifier un itinéraire, connaître les trajets bus les plus courts pour des personnes qui n'aiment pas se déplacer ou faire des grands détours. Donc il y a toujours une utilité qu'on peut montrer à l'utilisation d'un outil. Et c'est ça qu'on va chercher. Donc voilà, ça passe par des petites choses. Et on n'était pas fan du QR code, mais finalement... voilà, ça marche, ça marche. Enfin, on les retrouve partout, quoi. Donc voilà, ça donne une utilité. C'est un exemple que je pensais pas donner aujourd'hui, mais même les timbres fiscaux. Pourquoi, voilà, c'est ça. Les timbres fiscaux, on peut les télécharger comme QR déjà. Ah bah j'ai envie de dire oui, puis voilà, oui, tout à fait. On peut plus les acheter au tabac. C'est ça. Par exemple. Avec ces notions de l'âge et je profite pour... et si on peut l'acheter au bureau de tabac encore Encore Oui, bien sûr. Pardon, c'est quand même très important. Oui. Heureusement. Oui. La définition d'une personne âgée dépend du contexte. Et le vieillissement, c'est un processus progressif, c'est-à-dire qu'une personne ne devient pas âgée du jour au lendemain. D'accord ? Donc ça, c'est clair, il y a... le sociologue français Serge Guérin, qui a écrit plein de livres sur le vieillissement, et qui affirme que l'âge est un construit social qui évolue en fonction des normes qui se donnent dans la société. Ce qu'on vient de dire, Océane, prendre à partir de 50 ans, sans que ça dépend de la fragilité, de l'autonomie de la personne ou de les barrières de la langue. Donc vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. Et avant de commencer à jouer, je voudrais vous parler aussi d'un livre qu'a écrit Serge Guérin qui s'appelle La invention de seigneurs, dont il propose 4 types de seigneurs. Les cétras, seigneurs traditionnels, les céphras, seigneurs fragilisés par la dépendance physique, mentale et économique. Les boomers bohèmes, sont les nouveaux seigneurs qui portent la modernité et refusent la norme de vieillir. Les boomers fragilisés, qui sont les personnes de grand âge, mais qui cherchent à rester des acteurs de leur vie. Et pour cela, je connecte avec Silver Geek, avec Jean-Marie Garnier, en disant « Jouer, c'est jamais vieillir ». Je m'appelle Jean-Marie Garnier. Je suis responsable opérationnel de l'association Silver Geek, que je représente aujourd'hui. Silver Geek est une association nationale qui a pour objectif d'améliorer la santé et le bien-être des seniors, de développer les liens sociaux et intergénérationnels, tout en réduisant la fracture numérique. Pour y parvenir, l'association propose 2 modalités d'action, complémentaires et indissociables. D'une part, des ateliers numériques ludiques intergénérationnels,
Et d'autre part, une compétition e-sport, le Trophée des seniors Silver Geek. Encore une fois, bienvenue. Merci. Finalement, on va parler avec Silver Geek, qui a une activité cet après-midi, en fait. Tout à fait. Bon, tu peux nous présenter les activités. Vous avez 12 axes. On peut parler des ateliers et aussi des trophées seniors. Le Trophée des seniors, ouais. Bonjour à tous et toutes. Moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Silver Geek, c'est une association nationale. Et pour le coup, on n'a pas encore de projet dans l'Isère. Donc, peut-être qu'après cette journée, on en aura. On verra ça plus tard. On va parler avec les autres. Nous, notre objectif, c'est tout d'abord un projet intergénérationnel Silver Geek. C'est de proposer à des jeunes et des seniors de se réunir autour d'une pratique commune avec le numérique. Donc pour nous, le numérique, c'est un médium pour avoir des activités ensemble. Dans ce qu'on a pu entendre, d'un côté, on a la partie atelier numérique ludique. Ça, c'est ce qui va faire le quotidien du projet. Où toutes les semaines, toutes les 2 semaines, des jeunes et des seniors vont se retrouver pour, d'un côté, utiliser plutôt la tablette. Donc là, ça peut être aussi bien découvrir les réseaux sociaux, utiliser des applications de jeux, aller se balader sur Google Maps, enfin, des choses un peu qui peuvent paraître un peu basiques, mais qui fonctionnent bien pour des seniors. Et de l'autre, une pratique de jeux vidéo, notamment de jeux vidéo qui mettent en mouvement ce qu'on appelle des exergaming. Jusqu'à présent, on était sur la console Nintendo Wii, donc c'est plutôt une console ancienne, elle était sortie en 2007. C'était une console assez familiale, beaucoup de familles l'avaient acheté avec le jeu Nintendo Wii Sport. Et depuis la rentrée, là, on passe à la console Nintendo Switch, donc c'est la console actuelle de Nintendo, mais c'est le même principe, on va jouer au jeu Nintendo Switch Sport, toujours donc avec une envie d'être en mouvement. Et donc, dans le cadre de ces ateliers, les jeunes et les seniors, ils se rencontrent, et c'est pas parce qu'on met des jeunes et des seniors dans une pièce qu'ils vont forcément se parler. Par contre, si on a une pratique commune, ça peut commencer à délier les langues, ça peut aller se chercher un peu se chambrer sur des parties de jeux vidéo, etc. Donc il y a vraiment cette volonté intergénérationnelle. Et le public avec lequel on travaille, nous, va de 60 à 95, 87, 97 ans. Donc on est aussi très ouvert. On a des personnes qui viennent à nos ateliers qui sont déjà connectées. On a des jeunes seniors retraités qui ont une vie professionnelle connectée. Donc pour eux, c'est vraiment plutôt le côté lien social qui va primer. Mais on peut aussi avoir des personnes, ça on le voit plutôt sur des publics type EHPAD, 85, 90, qui n'ont pas eu de vie numérique, si je peux m'exprimer ainsi, qui l'ont très peu utilisé. Et donc pour ces personnes-là, ils sont dans la découverte. Donc on est face à une génération, nous aujourd'hui, de seniors qui est vraiment très disparate. Je pense que ça va s'équilibrer dans les années à venir, notamment parce que ceux qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo dans les années 80, qui avaient 15, 20 ans dans les années 80, bientôt seront à la retraite. Donc un jour peut-être. On va pas se faire des amis là non plus. Hein. Non mais du coup, ce seront déjà des personnes habituées, ce qui va être un changement pour nous. Et donc, d'abord, on a une partie atelier numérique ludique, où les personnes découvrent les jeux vidéo, s'entraînent. Et on a aussi une compétition e-sport. Je ne sais pas si c'est un terme qui est familier à tout le monde, mais pour vous le redéfinir, l'e-sport, c'est les compétitions de jeux électroniques. Donc, la particularité pour l'e-sport, c'est que les jeux appartiennent aux éditeurs de jeux vidéo. On n'est pas relié à des fédérations sportives. Donc ça, c'est une grande différence par rapport au monde sportif. Mais c'est le même principe. On se réunit, on fait une compétition, et à la fin, il y a toujours une équipe qui gagne, une équipe qui perd. C'est les lois du sport. Comme le foot. Nous, le concours qu'on propose, ça s'appelle le Trophée des seniors Silver Geek. C'est une compétition nationale qui existe depuis 2015, où des binômes de joueurs seniors, coachés par les jeunes qui ont animé les ateliers, vont s'affronter sur du Wii Bowling jusqu'à maintenant. L'année prochaine, on sera sur Switch au Sport, mais c'est le même principe. Et donc, c'est une compétition de bowling avec des étapes départementales, régionales et une finale nationale. Donc, c'est aussi un circuit qui est organisé. Comme on peut le retrouver, c'est un peu un format coupe, comme la Coupe de France de football, par exemple. Et du coup, notre envie, c'est que les finales régionales et la finale nationale, on les organise dans des événements e-sport, jeux vidéo, culture geek. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, en mars dernier, la finale régionale, c'était à la Clermont Geek Convention. Et donc là, c'est sur scène que les seniors vont s'affronter.
Donc chaque département envoie son équipe vainqueur et vont affronter les autres équipes des autres départements. Donc ils sont sur scène. On a un animateur Chocobo qui est là pour mettre l'ambiance, pour dynamiser aussi le public. Et ben il y a quelque chose toujours qui se passe un petit peu, c'est qu'il y a souvent des gens qui passent, qui sont là un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Et en fait ils se prennent au jeu d'encourager des équipes. Et on a toujours des super moments. On a des personnes âgées qui ont un très bon niveau de jeu. On n'est pas là pour les ridiculiser aussi sur scène. S'ils arrivent là, c'est qu'ils le méritent. Et voilà, c'est des ambiances assez incroyables. Sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Si vous avez 10 minutes à perdre, allez regarder un petit peu ce que ça donne. Et donc tout ça, c'est vraiment le projet Silver Geek, c'est le lien intergénérationnel, valoriser aussi une pratique e-sportive des seniors. Actuellement, on est encore les seuls à proposer ça à une échelle nationale. C'est aussi montrer qu'en fait, c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on est prêt pour l'EHPAD. On peut avoir 80 ans et faire le show face à 2000 personnes sur scène et être un peu rockstar. On en a qui font ça, qui prennent un plaisir de dingue à faire ça. Et c'est aussi une complémentarité par rapport aux interventions qu'on a eues avant. C'est que nous, notre porte d'entrée, c'est le numérique ludique. C'est de se dire, si on prend du plaisir à utiliser le jeu vidéo, à utiliser sa tablette, potentiellement après, on aura envie d'aller plus loin. Et donc là, toutes les interventions qu'on a eues avant viennent dans le cadre de nos ateliers. Nous, on est plutôt là pour orienter. Clairement, les conseillers numériques, actuellement, c'est nos meilleurs alliés. De dire, il y en a forcément un dans votre commune, donc on va essayer de le trouver et puis voir comment on peut faire. Et parfois, on a aussi les ateliers, c'est aussi un peu le petit SAV. Mon petit-fils m'a envoyé une photo sur WhatsApp, j'arrive pas à la télécharger, est-ce que vous pouvez m'aider? Vraiment, un peu les petits tracas du quotidien où les jeunes qui sont là sont capables de dire il suffit de cliquer, enregistrer et la mettre sur le téléphone, quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'on propose. Et puis on a aussi une activité un peu plus de plaidoyer jeux vidéo seniors, parce qu'il y a déjà des seniors qui sont ultra connectés. On a déjà des seniors gamers et du coup qui ont déjà leur chaîne Twitch, qui sont connus. Donc on a aussi on crée du contenu là-dessus pour montrer qu'en fait je vous donne l'exemple de Mijo. Mijo, 79 ans, grande fan de Zelda. Je pense qu'elle a déjà fini 4 fois le dernier Zelda qui est sorti en mai dernier. Enfin voilà, elle passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Et notamment, ce qu'elle dit, c'est que dans son cas, elle a des soucis de santé. Et en fait, quand elle joue aux jeux vidéo, c'est un moment d'évasion. Et elle oublie aussi ses soucis de santé. Donc on a aussi des bénéfices là-dessus. Et puis, on a aussi un comité scientifique qui vient étayer tout ce qu'on fait sur l'impact du projet en termes de lien social, en termes de lutte contre la sédentarité. Parce que pour certaines personnes, faire un lancer de Wii Bowling dans la semaine, ça va être la seule activité physique qu'elles vont avoir. Donc c'est aussi ultra important pour ça. Et donc on essaye vraiment de naviguer entre tout ça et de travailler avec des acteurs locaux. Au début, le projet Silver Geek, c'était beaucoup des EHPAD, des résidences autonomie. Aujourd'hui, on a une diversité d'acteurs. Ça va en effet toujours des EHPAD, résidences autonomie, mais potentiellement des médiathèques. C'est aussi ça qui peut être intéressant en termes de lieux pour animer des projets. Des clubs e-sport, parce qu'on a de plus en plus d'associations qui se lancent en mode club e-sport local, mais qui ont aussi une volonté d'animer la vie de quartier, la vie du territoire. Donc on a plein d'acteurs et plein de possibilités de proposer un projet Silver Geek, et qui est entièrement complémentaire à tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, en termes de lutte contre la fracture numérique et de créer du lien social. Et il y a aussi le renforcement, voilà, c'est ce que tu viens de dire, physique, cette légitimité pour cette autonomie renforcée qu'ils vont avoir, ceux qui vont jouer. Et pas que pour que vous intervenez dans les EHPAD, c'est aussi parce que vous commencez à vous faites déjà des activités hors, un peu partout, oui. Et dans l'idéal, au niveau national. Dans le concept de Silver Geek, on développe ce qu'on appelle l'e-sport santé. Donc de la même manière que vous avez peut-être entendu déjà parler du sport santé ou de l'activité physique adaptée, c'est le principe de se dire qu'au lieu de faire un exercice d'activité où je vais juste devoir lever mon bras tout seul face au coach, là je vais le faire avec le jeu vidéo. Et du coup, le côté ludique va pour certaines personnes faciliter aussi ces aspects-là et va leur permettre à minima de lutter contre des effets de la sédentarité, voire d'avoir des gains physiques pour certaines. Donc on a aussi cette volonté-là. Ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup. Et il y a aussi l'intergénérationnalité, on peut dire l'intergénérationnel est assez forte. J'ai vu une vidéo sur le site de Silver Geek dont il parlait un jeune bénévole qui disait qu'au début, il ne voulait pas travailler avec des personnes âgées. Aujourd'hui, ça lui tient à cœur de travailler avec des personnes âgées parce que c'est un échange que
Je ne changerai jamais, en fait. C'est ça. On a dans les jeunes qui s'engagent sur le projet, on en a beaucoup qui sont là via un engagement en service civique. On en a qui sont là en tant que bénévoles ou via un engagement plutôt de formation, de stage, d'alternant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, ce qu'on appelle les métiers du grand âge, c'est un secteur en tension. Il y a des besoins sur la partie soins, aide-soignant, aide-soignante, infirmier, infirmière, etc. Mais il y a aussi des besoins sur la partie animation. Et il y aura de plus en plus de structures seniors. La population vieillit en France. Donc les EHPAD, les résidences autonomie, c'est des structures qui vont continuer à se développer. Et on a aussi besoin d'avoir des fonctions support, du secrétariat, de la comptabilité, des cuisiniers, etc. Et du coup, si Silver Geek peut permettre aux jeunes de déjà découvrir le public, c'est une première chose. Parce que certains jeunes, en fait, n'ont pas de grands-parents, n'ont pas de proches seniors autour d'eux. Donc pour eux, une personne âgée, c'est juste un vieux qui croise dans la rue, quoi. Sans être trop dans la caricature, j'ai déjà entendu ça de la part de jeunes. Et pour certains, ça peut créer des vocations sur de l'animation ou sur des potentiels lieux pour travailler ou des potentiels futurs employeurs. Donc il y a aussi cet intérêt-là qu'on travaille avec nos partenaires. Par exemple, en Indre-et-Loire, on a un projet avec la mission locale. Typiquement, les jeunes sont là aussi bien pour acquérir de l'expérience pour eux que pour découvrir des métiers. Et ils peuvent aussi avoir une partie de compétences transférables. S'ils savent animer un public senior, potentiellement ils pourront savoir animer un public jeune. S'ils savent brancher du matériel, etc., c'est des choses qu'ils pourront valoriser dans leur parcours. Parce que quand on a 20 ans et juste le bac en poche, parfois on ne sait pas trop quoi dire dans son engagement sur son CV, quoi. Si quelqu'un veut vous proposer un projet, ça je vous parle, que veut vous approcher à vous, qu'est-ce qu'il faut faire, Silver Geek? Comment les gens peuvent s'approcher à vous, s'adresser à vous? Nous, on a une porte d'entrée qui est assez facile, c'est qu'on organise une fois par trimestre des webinaires d'information pour présenter notre action et ce qu'on fait. Et donc c'est vraiment la porte d'entrée pour aller plus dans le détail que ce que j'ai fait là sur notre action, et ensuite avoir des rendez-vous individualisés avec des partenaires. C'est un schéma qu'on a trouvé parce qu'on a des projets un peu partout en France, donc forcément on ne peut pas se déplacer toutes les semaines dans tous les départements, et ça permet aussi de réunir les personnes plus facilement. Donc voilà, les webinaires d'information accessibles sur notre site internet très facilement. Donc il faut rentrer sur les sites internet, suivre les informations, vous êtes sur les réseaux sociaux? Sur nos réseaux sociaux aussi, on fait de la pub là-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord. Emmaüs Connect, il faut passer par le différents... Oui, alors pour les différentes structures, il y a aussi des webinaires d'information qui sont une fois par mois. Pour les bénévoles, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur les bénévoles, hein, ne serait-ce que sur la région Grenoble Agglo, on a à peu près 150 bénévoles, dont une quarantaine régulièrement. Donc les bénévoles, il y a aussi des apéros bénévoles, justement pour aussi animer tous ces réseaux-là, qui est essentiel pour nous, et des présentations aussi pour les nouveaux bénévoles en webinaire. Voilà, donc sinon c'est de l'orientation via les structures comme j'ai mentionné auparavant. D'accord, l'âge d'or, comment on peut s'approcher à l'âge d'or? On peut appeler TAWES actuellement, notre personne qui est à l'accueil et qui va vous répondre par téléphone. Voilà, sinon on a notre site internet, j'ai beaucoup aimé l'accent anglais, cyberdéclic.org, mais j'aime bien le cyberdéclic. Voilà, mais sur internet pour des informations et par téléphone, c'est le plus simple. D'accord. Le département. Alors pour le département, l'accueil, ça va pas forcément être aussi simple que ça, malheureusement. Par contre, ce que je peux conseiller, c'est de s'orienter vers la maison du département de son territoire, qui pourra apporter la réponse la plus appropriée en fonction de la thématique, en fonction des acteurs présents. Enfin voilà, je suis désolée, je peux pas apporter une unique porte d'entrée, bien entendu. Par contre, on a quand même une possibilité de ce qu'on appelle nous de saisine électronique, hein, qui est sur isère.fr, et il y a le contactez-nous, voilà, qui est la porte d'entrée plus globale, plus générale, et après ça va partir dans un schéma de contact qui va permettre de s'adresser à la bonne personne, puisque les professionnels derrière sauront le faire. Mais malheureusement, j'ai pas... Voilà. Comme ça. Un point important aussi pour Emmaüs Connect, c'est qu'on a, pour faire le lien entre les villes et la campagne, on a des relais numériques dans des structures qui reviennent vers nous et qui souhaiteraient être équipées, pouvoir informer les personnes. Donc on a un équipement de base pour leur permettre par exemple de vendre des recharges numériques
voire des équipements, voire éventuellement animer aussi localement. Donc ça permet effectivement d'élargir et d'éviter qu'il y ait des territoires exclus en fait. Donc il y a pas mal d'exemples dans ce cadre-là. Et donc les médiathèques pourraient devenir aussi, pourquoi pas, des relais numériques. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur. Il faut s'approcher aux associations, les médiathèques, les bibliothèques, la maison locale, la maison des associations pour que puissent nous orienter vers cette lutte contre l'isolement. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vécu avec le Covid, cet épisode assez grave d'être éloigné et d'être peut-être plus toute seule, on peut dire, parce qu'on ne savait même pas envoyer un message ou télécharger une photo, comme on vient de dire Jean-Marie. Et donc, je pense que la première chose, c'est perdre la peur de s'approcher à chercher un bénévole, n'importe qui, pour avoir les réponses. Et aussi, pour le plus important, que je trouve que c'est vraiment assez grave, pas perdre l'accès au droit pour pas télécharger une attestation et pas l'amener dans le temps qu'il faut avoir, plutôt pour les personnes retraitées. Non, ce sont des choses vraiment que peut tomber dans une situation grave, parce que ce sont des personnes qui sont déjà éloignées, isolées, peut-être dans la précarité, et en plus sans l'accès au droit, pour ne pas avoir vraiment le document pour actualiser ces données. Donc ça, là, c'est vraiment important. Il faut vraiment que nous aussi, les acteurs et les gens qui sont dans la médiation numérique, puissent donner toujours et construire et continuer à construire les ponts pour amener les gens à ce monde numérique. Vous pouvez par exemple regarder la nouvelle offre de la médiathèque départementale de l'Isère, et je donne cet exemple que je trouvais dans les couloirs pour vous dire qu'il dit par exemple depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone connecté, vous pouvez accéder aux livres, films, musique, albums jeunesse, presse, etc. Donc ça garde les liens et ressentir qu'on est encore jeune, dans cette notion pas de cheveux noirs et cheveux blancs, c'est un ressenti qui nous fait acteurs, qui nous rend acteurs de nos vies, et qui nous rend aussi utiles encore, avec les connaissances, avec les langages, avec l'envie de jouer, d'être connecté, de continuer à partager. Et je pense que le plus important qu'il faut garder en tête, c'est que ça, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'accès, fragilité, et c'est social, c'est économique, c'est un peu plus loin des 60, 70, 75 ans, 80, etc. Et aussi qu'aujourd'hui, nous tous ici, on va tous vieillir. Donc, tous et toutes. Donc, c'est-à-dire, est-ce que dans 20 ans, 30 ans, on aura assez outils? Non. Moi, j'espère bien de pouvoir me déplacer en fermant les yeux. Et de pouvoir, je ne sais pas, parler avec mes enfants en hologramme. Et on va se rappeler de cette belle table ronde qu'on espère bien ensemble d'avoir pu vous donner des solutions, au moins de l'orientation, pour trouver des solutions aujourd'hui pour lutter contre la fracture numérique et cet isolement qu'on ressent aujourd'hui pour les personnes qui ont besoin. Je vous remercie énormément, Silvergeek, Emmaüs Connect, l'Âge d'Or, le département, pour tout le travail que vous faites, et spécialement à Alexandre Ferro-Siandet pour toute la coordination, et toutes les super équipes de la médiathèque qui sont toujours là pour l'organisation des événements. Merci beaucoup à tous et toutes, et belle journée. Merci. Bebop!